30% en une seule journée. Le 30 janvier 2026, l'argent a subi sa pire chute depuis 1980, depuis les frères Hunt. De 122 $, l'once à 76 $, une perte de 46 $ en quelques heures, et ce matin, il est déjà remonté à 85. Les médias disent que la bulle a éclaté, que le marché haussier est terminé, mais voici ce qu'ils ne vous disent pas. Pendant que le prix papier s'effondrait à New York, le marché physique racontait une toute autre histoire, et cette histoire va changer votre compréhension de ce qui se passe réellement sur les marchés des métaux précieux. Laissez-moi vous montrer exactement pourquoi cette manipulation a échoué, et ce qui va se passer maintenant. Si ce type d'analyse vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche. Ce que je vais montrer n'apparaît dans aucun journal télévisé. Le 27 janvier, le CME Group, l'opérateur de la bourse de Chicago, a changé les règles du jeu. Ils ont relevé les marges de maintenance sur les contrats à terme de l'argent à 15% et jusqu'à 16,5% pour les positions à risque élevé. Concrètement, si vous déteniez des contrats avec effet de levier, vous deviez trouver des millions supplémentaires du jour au lendemain, sinon liquidation forcée. C'est le même mécanisme qu'en 1980, quand les régulateurs ont détruit les frères Hunt en augmentant les exigences de marge. Puis Trump a annoncé Kevin Warsh comme prochain président de la Réserve fédérale, un signal restrictif pour les marchés. Le dollar a bondi et l'argent a plongé. Voici le point que je ne peux pas expliquer complètement dans cette vidéo. Il y a un facteur dans la structure des nouvelles marges du CME qui va déterminer si l'argent atteint 200 $ ou retombe à 50. Je l'ai documenté dans la recherche financière, lien dans la description. Mais laissez-moi vous montrer ce que le marché physique a révélé, parce que c'est là que tout le plan s'est effondré. Pendant que les traders se faisaient liquider à New York, les acheteurs physiques de l'autre côté du monde se sont rués sur l'argent. Pas pour vendre, pour acheter tout ce qu'ils pouvaient trouver. La Perth Mint en Australie a signalé des retards massifs dans le traitement des commandes en raison des conditions de marché. Aux États-Unis, les primes sur les American Silver Eagles ont atteint des niveaux historiques. À Dubaï, le prix réel de l'argent physique dépassait le cours du COMEX de 40%. À Tokyo, les primes atteignaient 60%. Le prix papier dit 85 $, mais les acheteurs dans le monde réel paient 120, 130 $. Bloomberg et le CNBC l'ont confirmé, les primes physiques à Shanghai et Dubaï ont bondi jusqu'à 20 $ au-dessus des prix spot occidentaux, même pendant l'effondrement. C'est ce qu'on appelle le grand divorce entre le marché papier et le marché physique, et ce divorce est irréversible. Selon les données de la LBMA et du CME Group, les inventaires d'argent dans les coffres occidentaux ont chuté de plus de 70% depuis 2020. Le ratio entre l'argent papier et l'argent physique a dépassé 500 pour 1, plus de 500 onces promises coin sur papier pour chaque once dans les coffres. Les inventaires de Shanghai sont tombés à leur plus bas niveau en 21 mois, avec des retraits quotidiens dépassant 50 tonnes. 14 jours consécutifs de sortie de métal au COMEX, plus de 33 millions d'onces envolées. Stop. Je dois être honnête avec vous. Ce que je viens de vous montrer, la mécanique du crack et la fracture entre le papier et le physique, c'est ce que je peux montrer dans une vidéo YouTube. Mais il y a 3 analyses que je ne montrerai pas ici. Premièrement, les données exactes des inventaires du COMEX sur les 90 derniers jours et le rythme réel auquel le métal quitte les coffres. Deuxièmement, la liste des 44 entreprises chinoises autorisées à exporter de l'argent et ce que leur profil révèle sur les intentions de Pékin. Troisièmement, le moment critique où le système de prix papier perdra toute crédibilité et ce que cela signifie concrètement pour votre patrimoine. Si vous ne regardez que cette vidéo, vous avez la surface. La recherche financière montre la profondeur complète. Plus le Venezuela, le dollar, les banques centrales. Un accès, toutes les analyses, pour toujours. Lien dans la description. Mais maintenant, laissez-moi vous montrer le facteur que personne ne mentionne. La Chine. Le 1er janvier 2026, Pékin a mis en place de nouvelles restrictions sur les exportations d'argent. Ce n'est pas une rumeur, c'est un fait documenté par le CNBC, Reuters et Bloomberg. Le système de quotas qui existait depuis 2000 a été remplacé par un cadre de licence beaucoup plus restrictif. Les exportateurs doivent obtenir l'autorisation du ministère du Commerce et justifier une capacité de production d'au moins 80 tonnes par an. 44 entreprises approuvées, sur des centaines qui alimentèrent le marché mondial. Et la Chine contrôle entre 60 et 70% de l'approvisionnement mondial en argent raffiné. Le Securities Times a confirmé que cette politique élève l'argent au rang de matériaux stratégiques, au même niveau que les terres rares. Si vous êtes encore là, vous avez compris de quoi il s'agit vraiment. Cette compréhension vous suffit ou voulez-vous les données complètes? La recherche financière vous montre ce que je ne peux montrer dans aucune vidéo. L'argent, le Venezuela, le dollar et tout ce qui vient. Lien ci-dessous.
Continuons, parce que les chiffres qui suivent vont vous surprendre. Les États-Unis ont ajouté l'argent à leur liste de minéraux critiques en novembre 2025. Les deux plus grandes puissances du monde traitent désormais l'argent comme une arme géoéconomique. Ce que Pékin fait avec l'argent ressemble à ce qu'ils ont fait avec les terres rares. Des restrictions graduelles qui commencent par des licences et finissent par des interdictions de fait. L'argent est irremplaçable dans des secteurs critiques. Les panneaux solaires consomment plus de 200 millions d'onces par an, un chiffre qui va doubler d'ici 2030. Les semi-conducteurs, les véhicules électriques, l'intelligence artificielle, tout repose sur les propriétés conductrices uniques de ce métal. Le marché est en déficit structurel pour la 5e année consécutive, selon le Silver Institute. En 2024, le déficit a atteint 149 millions d'onces. Sur 4 ans, le déficit cumulé dépasse 678 millions d'onces, l'équivalent de 10 mois de production minière mondiale. 10 mois de métal consommé et jamais remplacé. La demande industrielle a battu un record à 680 millions d'onces en 2024, portée par le solaire, l'automobile électrique et l'intelligence artificielle. La production minière stagne autour de 820 millions d'onces par an. Il n'y a pas assez de métal et rien n'indique que la situation va changer. Et c'est dans ce contexte que quelqu'un a décidé de faire chuter le prix de 30% en une journée. La manipulation est vouée à l'échec parce que vous ne pouvez pas réduire la demande d'un métal indispensable en manipulant son prix papier. Regardons maintenant l'histoire. Parce que les cascades de liquidation forcée dans l'argent ne sont pas nouvelles. L'exemple le plus célèbre reste les frères Hunt. Nelson Bunker. Hunt et William Herbert Hunt, milliardaires texans du pétrole, ont passé les années 70 à accumuler de l'argent. Selon les données historiques, ils contrôlaient plus de 100 millions d'onces d'argent physique et des positions à terme valant des milliards. Le prix est passé de 6 $ l'once en 1960, 19 à 49,45 $ en janvier 1980. Plus de 700% de hausse. Le 7 janvier 1980, le COMEX a adopté la règle 7 de l'argent, imposant de lourdes restrictions sur les achats à effet de levier. Le même type de mesure que le CME vient de prendre en 2026. Le 27 mars, le jeudi d'argent, le prix s'est effondré de 21 $ à 10,80 $, 50% en une journée. Les Hunt ont perdu plus d'1 milliard. Un consortium de banques a dû accorder 1,1 milliard de dollars en crédit d'urgence pour éviter un effondrement systémique. Ils ont été condamnés pour manipulation de marché en 1988. L'argent n'a pas retrouvé les 50 $ pendant plus de 40 ans. La parallèle avec aujourd'hui est troublante. En 1980, un changement de règle de marge a provoqué la cascade. En 2026, le CME a fait exactement la même chose. En 1980, l'effet de levier excessif a transformé une correction en catastrophe. En 2026, des millions de traders particuliers, encouragés par les applications de trading et les réseaux sociaux, sont entrés avec un levier encore plus grand. Avril 2013 offre un autre avertissement. Chypre a annoncé la vente de ses réserves d'or pour financer son plan de sauvetage. Goldman Sachs avait recommandé de vendre à découvert quelques jours avant. L'or a chuté de 13% en 2 jours. L'argent a suivi, tombant de 26 $ à 23, puis 19 en juin. Le CME avait relevé les marges de 16%, accélérant la liquidation. Mars 2020, la panique du Covid. L'argent est passé de 17 $ à 12 en 2 semaines. 30% de baisse. Le rebond est venu en août, avec un retour à 29 $, mais les personnes liquidées en mars étaient déjà parties. Elles n'avaient pas le capital pour survivre. Maintenant, janvier et février 2026. L'argent est passé de 72 $ début janvier à 121 le 29. 68% en 29 jours. Puis un crash de plus de 25% en une journée. Mais voici ce qui est différent cette fois. L'effet de levier est plus grand, les montants sont plus importants. Et surtout, le nombre de participants particuliers est sans précédent. Grâce aux applications de trading et aux réseaux sociaux, des millions d'investisseurs se sont rués sur l'argent en 2025, pensant que c'était le prochain phénomène spéculatif. Ils ont acheté des contrats à terme, des fonds à effet de levier, des options. Et ils sont tous assis sur des pertes massives. Il y a aussi la déconnexion entre le marché papier et le marché physique. Et c'est un élément crucial. Selon The Street, au moment même où le prix papier s'effondrait vendredi, les primes physiques à Shanghai et Dubaï ont bondi de 20 $ au-dessus des prix aux comptants occidentaux. Le cours disait 85 $, mais à Shanghai, l'argent physique se vendait à plus de 100. Cette divergence signifie que la chute n'a pas été causée par un effondrement de la demande réelle. Elle a été provoquée par la liquidation forcée de spéculateurs surendettés, chassés du marché par les hausses de marge du CME. C'est exactement ce qui s'est passé avec les frères Hunt. Les règles ont changé,
Les positions à effet de levier ont été éliminées, mais la demande physique sous-jacente n'a jamais disparu. Et cette déconnexion entre papier et physique crée une crise psychologique pour les investisseurs. Ils ne savent plus combien vaut réellement leur argent. Le prix au comptant, l'offre du revendeur, la prime de Shanghai. La confusion accélère la panique, et la panique accélère la liquidation. Alors, que se passe-t-il concrètement lundi matin, le 3 février ? 3 scénarios possibles. Scénario 1, le rebond technique. L'argent ouvre en Asie autour de 85 $. Des acheteurs interviennent, le prix se stabilise, peut-être remonte à 88, 90. La panique s'apaise. C'est possible parce que le marché est sévèrement survendu. Mais je ne pense pas que ce soit le plus probable parce que la vague de liquidation n'est pas terminée. Les appels de marge de vendredi sont encore en traitement. Et la deuxième hausse de marge du CME entre en vigueur lundi. Scénario 2. L'hémorragie lente. L'argent ouvre à 85, puis dérive lentement. 83, 81, 79. Pas de crash, juste un déclin constant pendant que les positions surendettées sont méthodiquement liquidées. Peut-être pire qu'un crash rapide, parce qu'il n'y a jamais de point de capitulation. La douleur continue simplement, jour après jour. Scénario 3, la cascade. L'argent ouvre à 85, tombe à 78 en 1 heure. Les ordres stop-loss se déclenchent, la panique s'accélère. Quand le COMEX ouvre à New York, l'argent est à 75, 70, 65, 60. Les revendeurs passent en mode aucune cotation. Et la prédiction de Marko Kolanovic, ancien stratège de JP Morgan, d'un retour à 50 $, ne semble plus si folle. Quel scénario est le plus probable ? Personne ne le sait. Mais voici ce que je surveille. Le niveau de 80 $. Si l'argent tient au-dessus de 80 lundi, scénario 1 ou 2, un rebond ou un lent déclin. Mais si le prix casse sous 80, s'il teste 75 ou 70, c'est le scénario 3. Et à ce moment-là, il est trop tard pour agir. Je surveille aussi les revendeurs. S'ils commencent à resserrer leurs écarts lundi après-midi, c'est un signal que le pire pourrait être passé. Mais s'ils continuent à élargir, si davantage passent en mode aucune cotation, ils s'attendent à plus de douleur. Et je surveille le volume. Un volume élevé lundi pourrait signifier la capitulation, ce qui est potentiellement positif si ça élimine les mains faibles, mais un volume faible serait le plus dangereux. Il signifierait que la vague de liquidation n'a pas encore frappé. Elle se prépare. Alors, que faire ? Si vous détenez de l'argent physique sans effet de levier, ne faites rien. Chaque crash majeur de l'histoire, 1980, 2013, 2020, ceux qui ont tenu leur physique à travers le creux et attendu la reprise ont gagné. Ceux qui ont paniqué au point le plus bas ont verrouillé des pertes permanentes. Si vous détenez des positions à effet de levier, évaluez votre risque lundi matin avant l'ouverture. Calculez si vous pouvez survivre une baisse de 20% supplémentaire. Si l'argent tombe à 68 $, pouvez-vous répondre à l'appel de marge ? Si oui, tenez. Sinon, clôturez. Prenez la perte. Préservez votre capital. Mieux vaut une perte de 20% par choix qu'une de 50% par force. Si vous pensez acheter, attendez. La tentation est forte. L'argent à 80 $ semble bon marché comparé à 121, mais attraper un couteau qui tombe est dangereux. Attendez que le prix tienne un support pendant 3 jours consécutifs. Attendez que les écarts des revendeurs se resserrent. Et surtout, ne vendez pas de physique aux revendeurs cette semaine. Les offres sont terribles et il y a de bonnes chances que d'ici mars ou avril, quand la volatilité diminuera, elles s'amélioreront. Mais ce qui se passe dans l'argent cette semaine n'est pas qu'une histoire d'argent. C'est un symptôme de quelque chose de plus grand. Un aperçu de ce qui se passe quand des marchés spéculatifs fortement endettés se dénouent. L'ensemble du système financier est sous tension. Effet de levier, appel de marge, liquidation forcée. Ces dynamiques existent dans les actions, les obligations, l'immobilier, partout. Et l'argent, avec son marché relativement petit de 50 à 60 milliards de dollars, pourrait être le canari dans la mine. Nous en sommes là, dimanche soir, 2 février 2026. Les marchés sont fermés. Les revendeurs ont changé leur prix. Les appels de marge sont en suspens. Les positions surendettées vacillent. Et dans moins de 12 heures, quand Shanghai ouvrira, nous allons découvrir si c'est le début de la cascade de liquidation forcée de février ou juste un autre soubresaut. Je n'ai pas de boule de cristal. Personne ne peut vous dire avec certitude ce qui se passera lundi. Mais le dispositif est en place. L'effet de levier est là. La peur est là. Et les revendeurs se sont positionnés comme s'ils s'attendaient au pire. Ça ne garantit pas une cascade, mais ça la rend possible. Et la possibilité suffit pour exiger votre attention. Voici ce que vous faites ce soir. Vous évaluez vos positions. Vous calculez votre risque. Vous faites un plan. Et lundi,
Vous exécutez ce plan avec discipline et sans émotion. Ne poursuivez pas, ne paniquez pas, ne laissez ni la peur ni la cupidité guider vos décisions. Le marché sera là mardi, et la semaine prochaine, et le mois prochain. Mais si vous explosez lundi, c'est fini. Les revendeurs ont changé leur prix ce week-end pour une raison. Ils voient ce qui arrive. La question est-ce que vous le voyez aussi? Lundi est le moment de vérité. Et mardi, nous saurons tous dans quel scénario nous vivons. Le rebond, l'hémorragie ou la cascade? Abonnez-vous pour suivre les développements en temps réel. Partagez cette analyse avec quiconque détient de l'argent. On se retrouve demain avec les premières données de lundi.